Bonjour à tous, merci d'être là. Donc, je m'appelle Antoine, je suis kiné depuis 7 ans. J'ai fait 7 ans de libéral et ça fait 3 mois que je travaille maintenant à l'hôpital en service d'oncologie. J'ai aussi un master 2 en psycho et j'ai un grand intérêt pour un peu le truc, je pense, qui nous prend la tête en cabinet et à l'hôpital aussi. Tous ces patients qui ont des douleurs persistantes, des douleurs chroniques, et on ne sait pas trop ce qu'ils ont et on ne sait pas trop quoi faire pour eux. Loin de moi la prétention de vous dire, après cette présentation, qu'est-ce qu'il faudra faire, mais peut-être déjà des petites pistes sur comment aborder justement peut-être différemment ces patients et voir comment on peut les aider. La première chose, c'est qu'est-ce que la douleur? Bon, ça, je pense qu'on est à peu près tous au fait, que c'est une expérience sensorielle et émotionnelle qui est désagréable et qui est associée ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Bon, tout ça pour dire qu'en gros, c'est un truc qui est désagréable et c'est peut-être lié à du tissu, avec une lésion ou pas. Et ce qui est intéressant, c'est que dans nos définitions de la douleur persistante, ce serait une douleur qui existe au-delà du délai de cicatrisation des tissus qu'on a fixé à 3 mois. Mais est-ce qu'on est bien sûr que cette douleur persistante, ce soit seulement à cause d'un délai de cicatrisation de tissus? Est-ce que ce ne serait pas autre chose? Est-ce que c'est lié à des remaniements cérébraux, des remaniements au niveau de la moelle? On va voir ça. Il y a 3 types de douleurs. Il y a la douleur nociceptive, donc typiquement quand on se donne un coup, ça active justement les fameux nocicepteurs qui sont des petits nerfs spécialisés et qui envoient un message de danger jusqu'à la moelle, ça fait relais jusqu'au cerveau, et le cerveau décide de dire « Ah, il y a un truc pas cool qui se produit ». Exemple, vous êtes en soirée, vous avez un peu bu, vous avez votre main sur une plaque brûlante, ça fait mal, c'est une douleur nociceptive. La douleur neuropathique, c'est une douleur qui est liée à une lésion du système nerveux, donc que ce soit central ou périphérique, un nerf qui fait mal, par exemple. Okay, donc tout ce qui est fourmillement, picotement, démangeaison, ça je pense que vous connaissez aussi. Et la troisième, la fameuse douleur nociplastique, où les définitions changent quasiment tous les ans, et on pourrait se dire, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on sait que ça fait mal, on ne sait pas bien pourquoi. Il n'y a pas de lésion, il n'y a rien à l'IRM, il n'y a rien à la radio, mais pourtant le patient il a mal. Alors pourquoi il aurait mal? Je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec les notions d'hyperalgésie primaire et secondaire, mais en fait c'est ce qui reflète directement la notion de douleur nociplastique. On fait des tests, par exemple, on fait des injections de capsaïcine, là c'est la molécule, vous savez, qu'on trouve dans le piment et qui explique que ça nous brûle la gorge, la langue. Et ils ont fait des injections, et ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait d'abord une hyperalgésie primaire, donc au niveau du site d'injection, et une hyperalgésie secondaire qui arrivait ensuite. Et en fait, c'était sur une zone beaucoup plus large. Okay, et même, ils ont décrit des mécanismes qu'on appelle l'hyperalgésie tertiaire. En fait, c'est exactement les mêmes douleurs qui se reproduisent, mais sur le membre contralatéral. Alors que pourtant, on avait fait des injections qu'au niveau de la zone rouge. Donc les chercheurs ils se sont dit, quand même, c'est curieux, comment ça se fait que ça fasse mal exactement au même endroit de l'autre côté. Vous savez, typiquement ce patient qui dit, j'avais super mal à l'épaule droite, et puis depuis 2-3 jours, je commence à avoir les mêmes douleurs à gauche. Ok. Et peut-être que ça peut être justement une douleur nociplastique. Et pourquoi il y a des douleurs nociplastiques? Est-ce que c'est au niveau de la moelle épinière? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Parce que du coup, les nocicepteurs étaient tellement excités que il y a eu des remaniements au niveau de la moelle. C'est ce que certains chercheurs stipuleraient. Est-ce qu'au contraire, ce serait plutôt au niveau des cellules gliales, donc tout ce qui est, on va dire, cellules de soutien du système nerveux? Est-ce que c'est elles qui sont excitées et qui mettent un peu leur bazar dans la moelle aussi? Peut-être. Est-ce que c'est au niveau du système immunitaire, avec des cytokines pro-inflammatoires qui viendraient exciter les nocicepteurs, qui viendraient exciter la moelle? On ne sait pas non plus. Est-ce que c'est à cause du cortisol, qui est moins efficace, ou parce qu'on en produit trop et que du coup, il n'y a plus d'action anti-inflammatoire de sa part? On ne sait pas non plus. Est-ce que c'est au niveau des systèmes inhibiteurs ou des systèmes facilitateurs nociceptifs que ça se joue? Peut-être. Le fameux le cerveau du coup, qui s'emballe un peu? Peut-être aussi. Donc en gros, si vous me demandez c'est quoi la douleur nociplastique, moi je vais vous répondre c'est peut-être lié à un de ces trucs-là. Mais je n'aurai pas vraiment de réponse à vous apporter. Et vous me direz c'est cool, mais en tant que kiné, on en fait quoi? Bonne question. Bonne question, et ça on y reviendra plus tard, promis.
Il y a un questionnaire qui s'appelle le CSI, le Central Sensitization Inventory. Donc il y a un questionnaire qui est censé évaluer la douleur chronique, qui est censé dire est-ce qu'il y a une sensibilisation centrale. En fait, il n'est pas valide du tout. Parce que le questionnaire, ils l'ont sorti, ils l'ont corrélé à aucun standard, parce qu'on n'a aucun standard pour évaluer justement la sensibilisation centrale. Donc du coup, ce que vous avez juste à retenir, un patient qui potentiellement aurait un problème de tout ce qu'on a vu avant, là, la moelle, tout ce qui est cellules gliales, tout ce qui est troubles, inhibiteurs, etc. Est-ce qu'il a des douleurs spontanées et surtout diffuses? J'ai mal à l'épaule, j'ai mal dans la cuisse, j'ai mal dans le dos. Vous savez, le truc qui peut nous faire penser à une fibromyalgie. Ça pourrait effectivement concorder. Est-ce qu'il y a une hyperalgésie généralisée? Donc c'est vraiment des grosses douleurs, ce n'est pas juste des petites douleurs, vraiment des grosses douleurs. Et notamment lorsqu'on vient appuyer, vous savez, sur le patient, est-ce qu'il a un peu des points de sensibilité partout? Ce qu'on pourrait appeler des trigger points, mais est-ce que ce sont vraiment des trigger points ou pas? Je ne sais pas, mais peu importe. Le patient lui touche partout, il a mal. Et de l'allodynie, donc c'est vraiment l'allodynie, c'est pour tout ce qui est du toucher qui ne devrait pas faire mal. Par exemple, juste porter ses vêtements, ça peut faire mal, très mal à certains patients. Et là, on peut se dire qu'effectivement, il y a peut-être un trouble et qu'il y a peut-être de la sensibilisation centrale, qu'il y a peut-être de la douleur nociplastique. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on en fait? Ce n'est pas évident du tout pour nous kinés. On peut utiliser des outils généraux, thérapie manuelle, exercice, parce qu'on sait qu'il y a des effets physiologiques par rapport à tout ce qui est endorphinique, etc. Mais il va falloir nous entourer de médecins qui sont un peu au fait du sujet, parce qu'il y a des médicaments précis à prescrire, et ça peut être par exemple des antidépresseurs tricycliques, etc. Mais du coup, c'est quelque chose qui n'est pas facile pour nous à prendre en charge. Si vous vouliez une recette de cuisine, je suis désolé, j'en ai pas à vous donner. Mais peut-être aussi penser fonction, c'est-à-dire le patient, il veut pouvoir refaire telle activité peut-être avec moins de douleur, moins de contraintes. Eh bien, c'est important de prendre ça en considération aussi, que la diminution de la douleur ne soit pas qu'une finalité, parce que sinon, malheureusement, pour certains patients, on n'y arrivera jamais. Ça peut être très compliqué. Mais si ce n'était pas ça, si ce n'était pas une douleur nociplastique, là, le patient qui est dans notre cabinet, qui a mal depuis des années, et si ce n'était pas autre chose? Et si ce n'était pas, par exemple, une histoire de nerf? Et s'il n'avait pas une neuropathie? Une neuropathie, c'est quoi? C'est un nerf qui marche moins bien. Voilà. Enfin, c'est la définition la plus simple qu'on puisse trouver. Donc un nerf qui marche moins bien, ça veut dire moins de force, moins de motricité, et ou moins de sensibilité. Ok? Ce qui va être intéressant, c'est qu'on peut se dire, c'est effectivement, le patient il me décrit des symptômes dans sa jambe, ça fait des années qu'il a ça. Il a une sciatique, facile. Sauf qu'en fait, à son IRM, ils n'ont jamais vu de problème discal. On va voir pourquoi. C'était une étude intéressante où ils avaient pris des patients, ils leur avaient fait faire des IRM en charge. J'ai changé un peu de côté parce que je suis toujours à gauche. Ils avaient pris des patients avec des IRM en charge. Et là, ce qu'on peut voir... En fait, c'était mieux là-bas. Ce qu'on peut voir, c'est que au niveau donc L4, L5, L5, S1, on peut se dire il y a peut-être une petite histoire effectivement de disque là. Il y a peut-être une petite irritation au niveau de certains nerfs. Du coup, oui, c'est pour ça qu'elle a mal. Mais si jamais je lui mets un coussin sous les genoux, déjà on voit que en comparatif, c'est un peu moins gros. Et alors encore pire, si je la mets en hyperextension, là je peux me dire il n'y a plus rien du tout. Donc ça veut dire que les patients qui viennent nous voir avec des résultats d'IRM allongés sur le dos, en principe, on peut tout à fait louper un phénomène discal, puisque le disque a un comportement dynamique selon s'il est mis en charge ou pas. Je crois qu'on nous a tous appris en école de kiné que le pire c'était la flexion lombaire pour les hernies. Je voulais juste vous montrer que ce n'était pas forcément le cas. Que là, donc, on a une IRM en extension, donc on voit pareil, un petit bout de disque pas très très cool, et puis en flexion, c'est vachement mieux. Et par contre, il n'y a pas de règle. Parfois, ils sont mieux en extension, parfois, ils sont mieux en flexion, parfois, ils sont pires en extension, parfois, ils sont pires en flexion. Ça, il faut le tester, et pour le tester, on a tout ce qui est justement bilan neuro. Alors, c'est loin de moi l'idée, encore une fois, de vous faire une conf aussi sur comment faire un bilan neuro. Il y a des formations qui sont très très bien pour ça. Je vous encourage vivement à les faire, c'est vraiment cool en pratique. Et on va avoir tout ce qui est donc l'électromyogramme, ça c'est plutôt un geste médical, mais il faut savoir que les électromyogrammes n'évaluent qu'un certain type de fibres nerveuses. Donc ça veut dire que toutes les autres fibres nerveuses ne sont pas évaluées. Donc si le MG, votre patient il arrive et dit non, c'est pas une sciatique, le neurologue il m'a dit que le MG il est normal. Oui, mais est-ce qu'il a évalué les autres fibres sensitives?
S'il ne l'a pas fait, on ne peut pas conclure qu'il n'y a pas de neuropathie. A l'inverse, si un EMG revient positif, oui, là, ok, on sait qu'il y a une neuropathie. Donc pour évaluer ça, on peut faire des tests de sensibilité. Donc tout ce qui est pinceau, tout ce qui est avec du froid, donc une pièce de 2 euros, ça suffit pour évaluer le froid. Tout ce qui est diapason, tout ce qui est roulette de Wartenberg, etc. Bref, vraiment, je vous invite à vous former sur ce sujet, c'est vraiment hyper intéressant. Il y a notamment Brian Littré chez les kinés qui fait une formation qui est vraiment très très bien, ou Laurent Fabre aussi pour les kinés ostéo, et c'est vraiment game changer, je pense. Et on peut également tester aussi la force musculaire des patients, donc notamment avec le testing, ça je pense que vous connaissez tous, et si on retrouve des grosses différences qui ne sont pas expliquées par une déchirure musculaire, par une douleur type tendinite, etc., effectivement peut-être se dire, est-ce que c'est pas lié à un problème de nerf? Parce que je vous ai dit, la douleur neuropathique, ça fait des démangeaisons, des fourmillements, etc., mais pas toujours. Parfois c'est juste, oui, j'ai mal dans l'épaule, le médecin il m'a dit c'est une tendinite. Puis en fait, vous faites des tests et vous vous rendez compte que sur le bras gauche, il sent beaucoup moins bien que sur le bras droit. Et en fait, ce n'est pas une tendinite, c'est une neuropathie. Parce qu'une neuropathie peut faire des douleurs assez standards, qui peuvent effectivement se confondre avec plein de trucs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les patients qui ont des neuropathies? Parce que en tant que kiné, on peut faire plein de trucs. On peut leur faire de l'exercice un peu général. Les nerfs sont très sensibles à ça, et pour faire vulgaire, ils aiment beaucoup l'exercice. Ils se régénèrent, ça stimule beaucoup de mécanismes au niveau du nerf, anti-inflammatoire, etc. Donc on peut faire de l'exercice, et on peut aussi faire de la thérapie manuelle, sans problème. Par exemple, une hernie discale au niveau cervical, on peut tout à fait venir mobiliser, masser, manipuler, pour justement avoir des effets anti-inflammatoires, des effets antalgiques, que le patient puisse être détendu, etc. Donc on a tout ce qu'il faut de base en tant que kiné pour pouvoir agir là-dessus avec des très bons résultats. Je pense que sciatique, c'est quand même un truc qu'on a beaucoup, NCB, c'est un truc qu'on a beaucoup, et je crois qu'on se défend plutôt pas mal dans la profession. Une autre affection du nerf, c'est la mécanosensibilité. Très simplement, on tire sur le nerf, ça fait encore plus mal. Ok, c'est une mécanosensibilité du nerf. Pour le tester, je pense qu'on les connaît tous. Il y a le test de la SEG. Donc le test de la SEG, c'est, vous savez, quand on prend la jambe du patient et qu'il commence à dire « Oh là là, ça me tire beaucoup ». Et ce qui est important comme critère diagnostique, c'est est-ce que ça reproduit la douleur du patient? Et est-ce que si je modifie un segment, est-ce que ça modifie les symptômes? Donc par exemple, si vous allez tirer, effectivement, tirer, et que vous rajoutez en plus une flexion dorsale de cheville, donc du coup ça tire encore plus sur le sciatique, ah oui, ça me fait très très mal, c'est ma douleur. Si par exemple juste vous relâchez au niveau de la hanche, est-ce que c'est mieux? Oui, c'est peut-être une mécanosensibilité du nerf. Ça ne veut pas dire que c'est une hernie discale ou quoi, ça j'en sais rien. Mais je sais que le nerf est sensible à l'étirement. En autre test, on peut avoir le slump, ok, une sorte de variante du LASEG. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre, c'est du pareil au même. On va avoir le prone knee bend, ça c'est pour le nerf crural, et en gros ça suit juste l'anatomie du nerf. Le nerf crural il passe devant, je tire dessus. Est-ce que ça reproduit vos symptômes? Oui, non. Est-ce que si je modifie un angle, est-ce que ça change quelque chose? Oui, non. Ok. Probablement un problème de nerf et un nerf mécanosensible. Pour les tests du membre supérieur, vous les connaissez aussi, les fameux ULNT, donc test de provocation. L'ULNT du nerf médian, du nerf radial et du nerf ulnaire. Ces trois-là sont déjà très bien à connaître. Et ça, c'est important. Je pense aussi à connaître, ça peut changer beaucoup en pratique, parce que pareil, la fameuse douleur de tendinite, j'avais mal là, et puis maintenant ça descend un peu jusque dans le coude, ça peut être une mécanosensibilité, ça peut être une neuropathie, ça peut être une neuropathie et une mécanosensibilité. C'est là où ça commence à devenir sympa avec les patients. Que faire en traitement pour nous? Alors, c'est vrai qu'il y a une certaine hype autour de la neurodynamique par rapport à ces problèmes-là. Je ne vais pas dire que ça ne sert à rien, mais je vais dire qu'il faut y aller mollo. Sur un nerf qui est irrité, il ne faut pas tirer trop fort. Il ne faut pas chercher à tirer à fond la caisse. Il faut y aller doucement, parce qu'on a pas mal d'études qui montrent qu'au contraire, ça fait flamber les patients. Pas tous, mais certains. Donc, mollo. On peut effectivement faire de la neurodynamique, glissement nerveux, mais tout doux. Exemple tout bête. Ça, on pourrait dire que c'est de la neurodynamique, par exemple, du nerf médian. Mais ça aussi, c'est de la neurodynamique du nerf médian. Même ça, c'est de la neurodynamique du nerf médian. J'avais une patiente une fois qui, juste en faisant ça leur produisait ses douleurs d'épaule. Donc on y allait vraiment plus doux, on a fait varier les angles, l'épaule, coude, etc. Et petit à petit, elle est arrivée jusqu'à la position d'étirement finale. Donc doucement sur la neurodynamique, c'est juste ça. Sinon, pareil que les neuropathies, l'exercice, ça marche très très bien sur les problèmes de mécanosensibilité. Et tout ce qui est thérapie manuelle, ça marche très très bien aussi. Donc par exemple, le nerf médian, il est mécanosensible. Eh bien, je vais avoir mon patient allongé sur le dos sur la table. Moi, je peux lui manipuler gentiment les cervicales pendant que lui, il fait aussi des mouvements de bras.
En vrai, c'est très chouette et ça marche plutôt pas mal dans les cabinets. Et on va avoir aussi donc du coup les fameux glissements, ça je vous en parlais juste avant, donc juste doucement quand on tire sur l'élastique. Ok. Mais si c'était pas ça encore le problème de mon patient, qui a toujours cette douleur persistante qui vient me voir, et si c'était pas ça, et si c'était un problème d'artère, et si en fait il avait un tissu artériel en mauvais état, s'il avait une compression vasculaire au niveau claviculaire par exemple, ou s'il avait une tumeur au niveau d'une artère, et si c'était un problème d'artère. Alors comment on va le tester ça? C'est quoi les symptômes d'un problème d'artère? Le patient, par exemple, il vous dit « oui, j'ai une douleur dans la jambe, et puis quand je marche, et notamment quand je marche en pente, bah, ça me fait encore plus mal, voire je dois arrêter de marcher. J'en peux plus, ça me fait trop mal. » La fameuse claudication. Okay, ça peut être un symptôme cardinal d'un problème d'artère, mais aussi d'un problème de nerf. Et c'est là où ça devient rigolo. Ça peut être une douleur à l'effort, et parfois même une douleur au repos, notamment la nuit aussi, ça peut le faire. Okay, donc là, ça devient vraiment de plus en plus compliqué. On se dit, oh là, mais qu'est-ce qu'il a? Il a une douleur au repos, il a une douleur quand il marche, mais quand il fait le sphinx, ça va mieux. Enfin, je ne comprends plus rien. Okay. Et du coup, on pourra regarder au niveau diagnostic, au niveau de la pression artérielle et des pouls du patient. Et ça, c'est un truc qu'on peut faire et qui est facile à faire. Donc pour ça, au cabinet, on peut faire une prise de tension. Et surtout une prise de tension au niveau des deux bras. Et si c'est un problème de membre inférieur, au niveau des deux jambes. Il y a même un ratio qui s'appelle l'ABPI, l'Ankle Brachial Pressure Index, où en fait, vous comparez les tensions artérielles systoliques des membres inférieurs par rapport à la tension artérielle des membres, systolique des membres supérieurs. Il y a un ratio, alors les valeurs je ne les connais pas par cœur, mais si vous tapez ABPI sur Google, on vous donne les valeurs des ratios. Et s'il y a un pépin, peut-être se dire « ah, est-ce que ce n'est pas un truc d'artère ?» Ou comme j'ai eu une fois un patient qui venait pour des maux de cou, à droite, il avait de mémoire 120-75 de pression, donc bien. Et à gauche, il avait 190-100. Il avait 30 ans. Bon, vous allez peut-être voir votre médecin traitant. Hein, on va peut-être faire une petite évaluation hypertension. Et effectivement, il avait eu un traitement pour l'hypertension. Il allait mieux. Du coup, pour nous, c'est gagné. C'est super. OK ? Ce qui peut être chouette aussi, c'est l'examen des paires crâniennes, notamment quand les patients vous parlent de maux de tête et de maux de cou. Attention à ce que ce ne soit pas une artère vertébrale. Donc là, l'évaluation des paires crâniennes, pareil, il faut un petit temps. Et ça prend, mais c'est vraiment utile à faire si vous avez une suspicion par rapport à ça. Et pourquoi pas ensuite réorienter vers des spécialistes qui vont vous proposer des examens plus poussés, type écho-doppler, angio-scanner, angio-IRM, etc. Okay, et si jamais vous cherchez, il y a une super formation qui est sortie il n'y a pas longtemps, celle d'Olivia Ferrand, sur les troubles vasculaires, justement. C'est un bon morsif, mais étant donné que l'hypertension artérielle, c'est une des causes majeures de problématiques de santé dans le monde, c'est obligatoire que vous ayez déjà croisé des patients qui ont ces problématiques-là. Donc, ça peut être utile de se former, ou en tout cas déjà, s'il y a un truc à retenir, c'est en cas de doute, prenez l'attention de vos patients. C'est pas un truc qui sert à rien, au contraire. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à un problème artériel? Nous, en tant que kiné, probablement pas énormément de choses. Je crois que le truc le plus sage, c'est de réorienter, en tout cas, vers au moins un médecin traitant et voire vers des spécialistes. OK ? Et si c'était toujours pas un problème artériel? Décidément, le nombre de causes possibles d'une douleur persistante, c'est dingue. Hein. Je vais vous parler de 2 cas cliniques que j'ai récemment parce que je suis en train de travailler avec eux. Ils sont dans mon hôpital en oncologie. Donc si je vous dis oncologie, vous avez déjà deviné le diagnostic, mais leurs histoires sont intéressantes. Donc on a Madame B, 68 ans, qui un beau matin se lève et puis elle avait mal à ce niveau-là, notamment en marchant. Tendinite du moyen fessier. C'est ce qu'a pensé son médecin. Il l'a vu, il a palpé, ça fait mal, oui, ça fait mal quand vous marchez, oui, ça fait mal à la contraction. Ok, vous avez une tendinite, vous faites de la rééducation et ça va passer. Elle fait de la rééducation, et même de ce qu'elle m'a décrit, c'était vachement bien, exercice, massage, thérapie manuelle, etc. Super. Mais ça passait pas, voire c'était de pire en pire. Si bien qu'à un moment, elle pouvait même plus rentrer dans sa baignoire. Bon, le médecin lui a dit, il faut faire des efforts. Elle a dit, mais j'essaye, je fais ce que je peux. Ok. Et le médecin a fini par dire au bout de 3 mois, on va peut-être passer des examens. Et bingo, les examens ont révélé un cancer du poumon, des métastases osseuses, et en fait c'était une fracture de l'os iliaque sur métastase. Qu'est-ce qu'on retient de ce cas? Je pense que ni le médecin ni le kiné n'ont fauté, il n'y a pas de problème. Mais c'est là où dire que l'imagerie peut être utile. Et probablement qu'elle avait peut-être d'autres symptômes. Est-ce qu'elle n'avait pas une perte de poids, une fatigue inexpliquée? Mais on reviendra sur les signes cardinaux d'un risque tumoral, d'un signe de cancer. Mais
Comme quoi, parfois des choses anodines, ça peut cacher un truc de vraiment très grave. Et ça, c'est mon histoire préférée, on va dire, mais d'une façon un peu cynique. C'était Monsieur K, donc il avait 33 ans, et il se plaignait de maux de tête et de maux de cou. Voilà. Le médecin lui a dit, c'était un coach sportif, et le médecin lui a dit, bon peut-être que vous soulevez trop à la salle, etc. Il faut peut-être ralentir un peu. Il a ralenti, ça n'a rien changé. Ensuite, il lui a dit, allez faire des séances de kiné parce que c'est tendu. Il a fait des séances de kiné, bien menées, ça n'a rien changé. Bon, on lui a dit, c'est peut-être le stress. Bon, ok, c'est le stress. Sauf que lui, il a dérouillé pendant 6 mois de douleur. Et voilà, il me racontait, pour moi, si je dois les coter, c'était à 9 sur 10 pendant 6 mois. 6 mois de douleur. Les médicaments faisaient quasiment rien. Il a tellement pété un câble qu'il a fini en psychiatrie. Parce qu'il n'en pouvait plus. Ok ? Des douleurs vraiment atroces. Et en psychiatrie, ils se sont dit, mais ce serait peut-être bien de lui faire une imagerie à ce monsieur. 6 mois sans imagerie pour des douleurs insupportables. C'était une tumeur du 4e ventricule. Cancer du cerveau, 33 ans, coach sportif. Il a fini paraplégique. Donc n'hésitez pas, quand il y a un truc qui vous paraît bizarre, que ce n'est pas du tout amélioré en quelques séances, de se dire, écoutez, je pense qu'il faut une imagerie. Ça me paraît important. N'hésitez pas, voire d'insister avec les médecins, il faut une imagerie. Parce que parfois, ça cache des trucs vraiment, vraiment pourris. Ok ? Après, je suis content, moi, ça me fait plus de patients à voir, mais bon, en oncologie, moins on en voit, mieux c'est, je pense. Donc, et si c'était autre chose, et si c'était du coup un processus cancérigène, peut-être. Au niveau des signes cardinaux, comme ça on se rassure tous. Premier truc, est-ce que le patient s'est palpé? Donc là on va arriver en octobre rose, comme diagnostic dépistage du cancer du sein. Donc j'inviterai toutes les femmes ici présentes à tester leur sein, d'accord, à faire de la palpation autour de leur sein. Il y a des très bons tutos sur YouTube aujourd'hui. Et à la moindre masse suspecte, pourquoi pas de consulter. Et pareil pour les hommes, ce sera novembre pour nous, de faire de la palpation au niveau des testicules. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et pareil, pourquoi pas parfois de regarder ces ganglions. Tiens, depuis que j'ai mal, est-ce que c'est pas plus gonflé? Ou vous, dans les cabinets, ok, juste faire un check-up rapide, est-ce que c'est pas plus gonflé, etc. Oui, normalement, c'est au médecin de le faire. Mais les médecins, ils voient beaucoup de monde, ils sont fatigués, comme nous. Donc on est leur bras droit, on est le garde-fou. N'hésitez pas à faire tout ça. Je ne dis pas la palpation testiculaire, mais au moins les ganglions. Okay, au moins d'en parler aux patients que c'est possible de le faire. 2 signes cardinaux, hyper importants. Une fatigue inexpliquée et une perte de poids inexpliquée. Je n'ai pas changé mon activité physique, je n'ai pas changé mon alimentation, mais je perds du poids. Ça pue. Je suis très fatigué, pourtant je n'ai pas plus de boulot, je n'ai pas plus de pression. Ça pue aussi, ça pue très fort. Okay, est-ce qu'il y a des saignements inexpliqués? Quelle que soit la provenance, ça peut être rectal, ça peut être vaginal, ça peut être au niveau du sein, ça peut être au niveau des mixions, peu importe, est-ce que le patient saigne? Ça peut être des vraies questions à poser. Restons vigilants. Et en signes plus généraux, est-ce qu'il y a un problème neurologique qui est apparu? Est-ce qu'il y a un problème respiratoire? Est-ce qu'il y a un problème urodigestif? Bon, ça fait beaucoup de questions à poser, mais je pense que c'est plus prudent. Okay, et en grand signe cardinal, ça va surtout être une douleur qui est inexplicable, une douleur persistante, chronique, et qui n'est globalement soulagée par pas grand-chose. Nous, en tant que kiné, on peut agir sur la douleur d'un cancéreux. Il n'y a pas de problème. Mais si jamais il n'est pas au courant, il faut peut-être l'orienter dans un premier temps. Okay, dans un second temps, si c'est connu que le patient a un cancer et qu'il vient vous voir pour se remettre en forme, pour gérer un peu ses douleurs, etc., un peu comme d'habitude, exercice, thérapie manuelle. On a tout ce qu'il faut en tant que kiné pour bien gérer ça. Mais avant de bien gérer ça, il faut être sûr que ce soit pour nous. Okay, donc, un patient qui a mal à cause de métastases, par exemple, là j'ai un patient qui a mal à cause de métastases cervicales, on peut lui faire de la thérapie manuelle, mais d'où allez pas me balancer un trust sur une vertèbre cervicale pleine de métastases. D'accord, l'exercice aussi marche très bien, et toujours les mêmes effets, des effets endorphiniques, des effets cannabinoïdes, etc. Donc là-dessus, pas de doute, pas de problème. Mais juste la liste des symptômes, là, maintenant que je suis kiné en onco, ça c'est vraiment, vraiment important. Ok. Et si c'était encore autre chose? Toujours les douleurs chroniques, mais toujours pas de signes de cancer, de signes artériels, de signes de nerfs, etc. Et si c'était pas un problème, notamment pour les femmes, d'endométriose? Un sujet à la mode,
mais c'est à la mode parce qu'enfin on parle un peu plus de la santé des femmes, mais un sujet extrêmement important. L'endométriose, je pense que vous êtes tous et toutes d'accord, ça concerne en premier lieu tout ce qui est appareil reproductif féminin, donc tout ce qui est utérus. Ça peut concerner le diaphragme, ça peut concerner le cerveau, ça peut concerner les intestins et la vessie, je ne sais plus mon mot, ça peut affecter aussi les poumons, ça peut affecter aussi certaines articulations et ça peut affecter les nerfs. Là récemment, c'était avant que j'arrête le libéral, j'avais une patiente qui était née IMC, en infirmité motrice cérébrale, et qui était très très spastique de tout le côté gauche. Elle commençait à me décrire des douleurs au niveau de son poignet gauche, mais des douleurs un peu tout le temps. Et juste après, des douleurs au niveau du poignet droit. Je me suis dit, oh, c'est peut-être une sensibilisation centrale, l'inflammation de la moelle, truc. Bah, pas du tout. En fait, son poignet gauche, c'était certainement lié à sa spasticité parce qu'elle était en période d'examen, donc elle utilisait beaucoup ses mains. Et le poignet droit, bon, on a essayé des trucs, hein. On a fait du renfort, on a fait du massage, de la thérapie manuelle, des mobilités spécifiques, mais ça ne changeait pas grand-chose. Et un jour, elle m'a dit, mais tu sais, mes douleurs au poignet droit, il y a 2 jours par mois, elles sont vachement plus élevées que les autres jours. Ok. Et c'est quand tu as tes règles? Ouais. Donc, je connais un gynécologue à Paris qui prend ces choses-là au sérieux, qui lui a fait faire une IRM sérieusement au niveau du poignet et au niveau de la sphère pelvienne. Et ben, je ne revenais pas, elle avait de l'endométriose au niveau articulaire sur le poignet droit. Et ça, je ne savais pas que c'était possible. J'ai regardé dans la littérature, il y a quelques cas cliniques quand même qui parlent d'endométriose à ce niveau-là. Mais comme quoi, elle a pris ensuite une contraception chimique et elle n'avait plus du tout de douleur au poignet droit. Bon, le poignet gauche encore, mais c'est un autre problème. Donc, potentiellement, ça peut nous faire penser à ça. Alors, quelques signes cardinaux. De l'endométriose diaphragmatique. Douleur à l'épaule droite pendant les règles. Hyper classique, mais grosse douleur. Et il n'y a rien qui soulage. Donc ça, c'est un signe cardinal de l'endométriose diaphragmatique. Et hors des règles, ça va mieux. Au cerveau, ça peut être des crises d'épilepsie pendant les règles. Ok. Donc si une patiente vous dit bah, je suis suivi par un neurologue, ah bon, pourquoi je fais des crises d'épilepsie? Ah, à quelle fréquence? Bah, souvent pendant mes règles. D'accord. Donc peut-être que vos douleurs de sciatique sont peut-être liées à un dépôt d'endométriose au niveau d'une racine d'un nerf sciatique, ce qui est possible. L'endométriose au niveau intestin et vessie, ça va être marqué par des grosses douleurs lors des mictions, lors des poussées, et ça peut être marqué par des saignements également. Okay. L'endométriose au niveau des poumons, ça, normalement, on n'en aura pas en cabinet, mais ça peut provoquer des pneumothorax lors des règles, des pneumothorax cataméniaux. Et du coup, après, on a dit articulaire et nerf, en fait, pareil, ça simule une sciatique, comme une hernie discale, mais la douleur, généralement, sera beaucoup plus élevée pendant les règles, ou alors même parfois une perte totale de motricité pendant les règles, et après, ça revient. En gros, pourquoi ça fait ça, l'endométriose? L'endométriose, c'est des cellules qui ressemblent à celles de l'endomètre. Donc elles sont hormonosensibles. Et donc du coup, quand il y a les variations d'hormones lors du cycle de la femme, ces cellules-là sont sensibles aux hormones, et du coup elles se dégradent, comme la paroi utérine se dégrade, et du coup qui provoque les saignements qu'on appelle les règles. Bah là c'est pareil, donc du coup vous avez une cellule qui est hypersensible aux hormones. Quand les hormones boom, elles balancent ça, la cellule se dégrade, ça génère une grosse inflammation, et donc ça peut générer des symptômes où nous on se dit bah c'est peut-être une hernie discale qui provoque la sciatique, ou vous avez mal à l'épaule droite parce que en fait, je sais pas, c'est très contracté, ou c'est un nerf qui est irrité. Et bah non. Bah en fait non. Mais c'est vrai qu'en général, c'est vrai que lorsqu'une femme vous dit j'ai ces douleurs-là, ou ces douleurs qui empirent lors des règles, il faut se demander si c'est pas endométriose. Ok. Donc, signe cardinaux de l'endométriose, est-ce que cette personne est stérile? Alors après, effectivement, moi non plus, je ne me vois pas demander à une femme, est-ce que vous êtes stérile au fait? Non, ça ne se demande pas, ça peut être très compliqué. Par contre, est-ce qu'elle a des grosses douleurs pendant ses règles? Et notamment, est-ce que ça lui a provoqué des incapacités de travail? Est-ce qu'elle a dû poser des journées pour ne pas aller au travail à cause de ces douleurs? C'est jamais normal. Mesdames, si vous avez des douleurs comme ça, c'est pas normal, clairement. Ça peut faire un petit peu mal, mais pas à ce point-là, clairement pas. Est-ce que vous avez des douleurs intestinales qui sont inexpliquées, qui augmentent pendant les règles? Est-ce que vous avez des douleurs à la défécation qui augmentent aussi pendant les règles? Est-ce que vous avez des troubles pour uriner ou des douleurs pour uriner, etc. etc. Okay. Le grand signe cardinal, c'est un symptôme cataménial qui est un très joli mot pour dire pendant les règles, tout simplement. Okay. Et donc ça, s'il y a des symptômes pendant les règles, ça doit allumer votre petite ampoule et se dire est-ce que ce ne serait pas en lien avec la sphère pelvienne?
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, déjà, si vous avez un doute et que ce n'est pas connu, c'est bien de réorienter vers des professionnels qui prennent ces choses-là au sérieux, parce qu'il y en a qui ne prennent pas ça au sérieux, malheureusement. Et donc, du coup, pourquoi pas avoir un traitement médical adapté. En plus, vous, en tant que kiné, oui, on peut prendre en charge l'endométriose. Il me semble même qu'il y a des conférences aujourd'hui ou des conversations multidisciplinaires sur le sujet. Et je ne suis pas encore le mieux placé pour parler des traitements de l'endo, mais toujours la même histoire. On peut faire des exercices, on peut faire des étirements des muscles des planchers pelviens, on peut faire de la relaxation autour du plancher pelvien. Pour ceux et celles qui sont formés, on peut faire également des manipulations endopelviennes, on peut faire du travail au niveau du périnée. Bref, même si on ne fait pas spécifiquement de périnée, il y a des moyens pour prendre en charge l'endométriose de façon très simple. Ok? Étirement, massage, renforcement, ça fait du bien. Parce que toujours et encore, nos techniques ont beaucoup d'effets qui ne sont pas spécifiques, donc c'est utilisable pour plein de conditions. Et ça, c'est cool, parce que ça veut dire qu'on a quand même pas mal de champs d'action thérapeutiques. Et si c'était encore autre chose, allez, est-ce que ce n'est pas un problème de thyroïde? Parce qu'on retrouve souvent des problèmes thyroïdiens chez les patients douloureux chroniques. Est-ce que ce n'est pas un problème au niveau du cortisol? Est-ce que ce n'est pas un problème au niveau du système immunitaire? Par exemple, la fibromyalgie, où on disait c'est des patients psy, ils sont stressés, ils sont dépressifs. Non, en fait, ils ont peut-être juste un système immunitaire qui déconne. Et il y a de plus en plus d'études là-dessus, et il commence à y avoir des traitements justement qui ciblent ça, avec des résultats très prometteurs. Non, les fibromyalgiques ne sont pas plus psy que vous et moi. Est-ce que ce n'est pas un problème épigénétique? Là, vous allez me dire, mais c'est cool, mais on en fait quoi? Non, on n'en fait rien, mais au moins vous le savez, c'est tout. Et après, toujours pareil, la prise en charge de la douleur, on a ce qu'il faut, on a nos mains, notre tête, notre cœur, et des barres à squat ou des ballons ou des trucs comme ça. Ça marche très bien, ok? Bon, moi j'aime bien la psycho, je voulais quand même vous parler un peu psycho par rapport aux douleurs persistantes. Et comme c'est ma conférence, on va parler psycho. Juste pour vous mettre un tout petit peu en jambe, il y avait une étude intéressante qui a pris des patients lombalgiques chroniques qui avaient une douleur globalement à 4 sur 10. Et ils se sont dit, tiens, on va prendre un traitement pas extraordinaire et notre variable d'ajustement, ce sera notre communication avec le patient. Donc il y a eu un premier groupe, donc ils ont juste fait de l'électro, l'électro chaud, vous savez ce qu'on n'aime pas trop voir. Et ils ont juste fait ça, et en plus ils expliquaient rien au patient, ils le balançaient sur la table, tiens, je te branche, au revoir. Ok. Du coup, il y a quand même eu une petite diminution de la douleur qui revenait 3 semaines après. Bon. Et là, ils ont pris donc de la fausse électro, donc l'électro qui posait sur le patient mais qui ne branchait pas sur le courant, une mauvaise alliance thérapeutique, toujours une mauvaise communication. Et là, la douleur était à 3, donc un petit peu plus élevée au niveau de l'alliance. Et à l'inverse, donc maintenant ils ont fait électro, mais ils ont fait une bonne alliance thérapeutique. Votre mal de dos persiste, peut-être parce qu'il y a des contractures qui ne passent pas, peut-être parce qu'il y a des nocicepteurs qui sont un peu excités. Bon, ça ne veut pas dire que vous avez quelque chose de grave, mais voilà, c'est juste que le système s'est un peu emballé. Bon, pourquoi pas comme explication, mais c'est ce qu'ils ont expliqué. Et du coup, la douleur, boum, elle dansait grave. Intéressant. Et l'autre truc intéressant, ils ont fait le 4e groupe, donc ils ont pris la fausse électro, ils ont refait les super explications, là, et boum, 1,9. Donc juste avec un traitement pipeau, mais des bonnes explications, déjà ça peut faire du bien. Bon, c'est des études qui ont leurs grosses limites, mais c'était pour dire que notre façon de communiquer avec le patient déjà peut avoir un effet par rapport à cette douleur. Mais ça, je pense que vous étiez déjà convaincus. Au niveau du coup des facteurs psy, je vous en ai pris 3. Bon, il y en a une infinité, mais je pense que c'est ceux qu'on rencontre le plus. Déjà le fameux peur-évitement, la fameuse kinésiophobie. Alors j'aimerais juste qu'on distingue peur-évitement de kinésiophobie. Kinésiophobie, c'est vraiment une vraie peur, c'est-à-dire que si vous dites à un patient « est-ce que vous pouvez faire ça ?», lui, juste de se l'imaginer, tombe dans les pommes. Moi, ça m'est arrivé une fois, un patient qui s'était pété son ligament croisé antérieur, il avait eu 1 mois d'attelle, il avait une peur bleue d'essayer de fléchir son genou pour la première fois. Je lui ai juste demandé « est-ce que toi, tu peux t'imaginer fléchir ton genou ?» Il m'a fait un malaise. Ok, intéressant. Donc c'est le seul cas de pure kinésiophobie que j'ai jamais eu au cabinet. Bon. Pourquoi pas. Et peur-évitement, donc c'est effectivement des patients qui vont globalement éviter certains mouvements. La question, c'est de savoir pourquoi ils les évitent. Est-ce qu'ils les évitent parce que quand je fais ça, à chaque fois, ça me fait mal? Ouais, normal, tu veux pas le faire, je comprends, ça te fait mal. On va peut-être éviter de le faire tout de suite. Non, je le fais pas parce qu'on m'a dit que ça allait me faire des hernies discales et que je vais m'abîmer le dos, etc. Ah, ok, ça peut être effectivement intéressant de travailler là-dessus pour retrouver après en mobilité, effectivement. Vous connaissez sûrement ce schéma.
Donc le schéma, on commence du haut, donc injury, donc la blessure, je me suis fait mal, expérience douloureuse. Et ce que j'aime pas dans ce schéma, c'est que tout de suite, on va revenir juste après, dessus, sur du catastrophisme. Toute douleur n'induit pas du catastrophisme. On va revenir sur le catastrophisme, mais c'était juste pour présenter ce fameux schéma connu de tous. Donc du coup, il y aurait du catastrophisme. Le patient, il a peur de se reblesser, ou il a peur de refaire ce mouvement qu'il a blessé. Du coup, il évite, il évite, il évite. Il fait très attention à comment il bouge. Et du coup, il bouge de moins en moins, donc il est de plus en plus raide, etc. Et du coup, il se fait mal. Et on répète le cercle. Ou à l'inverse, il se dit, je me suis fait mal, mais c'est pas grave, je vais juste calmer un peu le jeu, je vais gérer par la suite. Peu de peur associée. Donc du coup, il rentre dans le dur du problème, il se rééduque, il fait bien ses exos, il n'a pas peur, et en général, il guérit. Je trouve cette vision un peu simpliste. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, pourquoi il a peur? Pourquoi il évite? Donc en psychologie, on a déterminé plusieurs théories, enfin il y en a, je pense, une bonne vingtaine, mais je vais vous en parler de deux, ce sera déjà bien. La théorie du modèle social qui dit que il faut que j'évite ce mouvement, parce qu'on m'a dit que c'était pas bon pour moi. Voilà, le patient qui arrive et dit non, moi je ne vais pas me pencher en avant parce qu'on m'a dit que c'était mauvais. Peut-être que ça vaut le coup effectivement de voir avec lui pourquoi il pense que c'est mauvais, et est-ce que c'est vraiment mauvais, et si on lui fait tester des variantes de ce mouvement, il peut se dire ah ouais en fait ça va, ça passe, et puis j'ai pas l'impression de me blesser, au contraire, ça peut être utile pour retrouver en fonction. Ok. Et théorie de l'apprentissage, ce qu'on disait au tout début, j'ai fait ce mouvement, je me suis fait mal, donc j'ai pas envie de le refaire. Ouais, normal, je comprends, moi non plus, j'ai pas envie de faire ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour ces types de patients-là qui ont du peur-évitement? On peut faire de l'exercice général, on voit que faire des exos un peu globaux, ça marche bien. Et pour des patients, par exemple, qui ont cette fameuse théorie de l'apprentissage, on peut faire de l'exposition graduelle. L'exposition graduelle, c'est quoi? Très simplement, on se dit que le but final, c'est se pencher en avant. Un mouvement qui fait mal et un mouvement qui fait peur au patient. Pourquoi pas commencer sur votre table de traitement et de l'amener passivement en flexion. Déjà pour lui de se dire, ok, quand c'est pas moi qui fais, ça va. Puis pourquoi pas ensuite d'être assis, et assis, de venir se pencher en avant. Pourquoi pas? Et ensuite, pourquoi pas juste de monter les genoux et de lui montrer, tu vois, ça fait de la flexion de dos. Ah ouais, cool. Et ensuite, pourquoi pas de commencer à charger, etc. C'est un truc qui nous vient directement de la psychologie, des thérapies cognitives comportementales, et qu'on a du coup un peu digressé vers la kinésithérapie, mais ça marche vachement bien, les exercices d'exposition graduelle. On parle de catastrophisme. Alors le catastrophisme, c'est quoi? C'est trois grandes choses. C'est la rumination. On pense tout le temps à sa douleur, matin, midi et soir. C'est très pénible de penser tout le temps à sa douleur. Ouais, j'ai mal, et puis je pense qu'à ça, et puis j'en parle à mes amis, mais mes amis, je les saoule avec, puis mes amis, du coup, ils veulent plus me voir, et parce que je parle tout le temps de ma douleur, et parce qu'elle est tout le temps là. Patient qui catastrophise. Ok. L'amplification. J'ai mal, ouais, je pense que c'est un truc grave. Je pense que j'ai un cancer stade 4. Ah non, frérot, t'as juste une entorse du genou, ça va aller. Mais eux, ils le voient comme ça. Eux, ils voient ça comme un truc grave. Ok. Et pourquoi pas? À nous de leur prouver que c'est pas grave. Et l'impuissance, j'ai tout essayé, je change de position, je ne sais plus comment me mettre, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus comment gérer cette douleur. Et ça, c'est une grosse partie pour nous. Et c'est ça qui forme le catastrophisme. Alors pareil, on fait quoi sur des patients comme ça? Alors un patient qui rumine, ça ne va pas être facile de lui changer les idées. Mais vous pouvez, pourquoi pas, avoir des collègues compétents en psychologie, psychologues, qui savent prendre ça en charge. Ça existe, il faut les trouver. Pour tout ce qui est amplification, je pense que c'est quelque chose de grave. Peut-être lui dire, écoutez, on va faire différents tests. Vous voyez, moi, j'ai rien qui ressort. A priori, c'est peut-être pas si grave. Après, si vraiment ça vous inquiète, n'hésitez pas à aller consulter votre médecin traitant et faire pourquoi pas des examens pour lui prouver à lui qu'effectivement, c'est pas grave. Et l'impuissance, je pense que c'est là aussi où on peut jouer beaucoup. J'ai tout essayé, il n'y a rien qui y fait. Et là, pour ça, vous avez encore deux formidables outils, toujours les mêmes, l'exercice et vos mains. Donc l'exercice, on peut reprendre des histoires d'exposition graduelle, ok, pareil, de lui montrer qu'on peut arriver à cette situation et aller mieux. On peut également faire des exos non spécifiques, toujours les mêmes effets, tout ce qui est endorphine, etc., vous connaissez. Et tout ce qui est thérapie manuelle, de lui montrer que je peux soulager rapidement vos symptômes. Oui, ce sera peut-être que transitoire, avec l'exercice aussi, mais vous voyez qu'on peut y faire quelque chose. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour les patients. De se dire, ok, c'est peut-être pas désespéré. Bon, après, parfois, on essaye, ça donne rien, ça le soulage à chaque fois un jour ou deux, et puis finalement, ça revient toujours. Ok, est-ce que vous avez essayé de tester le système nerveux? Est-ce que vous avez essayé de tester les artères? Est-ce que vous avez essayé de tester tout ce qui est endométriose, tout ce qui est cancéreux, etc. Bon, si vous avez tout testé, qu'il n'y a rien qui y fait, qu'on retrouve toujours rien, là j'avoue, moi aussi je sèche un peu.
Et une dernière notion psychologique qui est l'auto-efficacité, c'est-à-dire le sentiment de confiance qu'on a pour réaliser quelque chose. Un patient qui peut avoir peur de soulever des choses, qui peut avoir peur de reprendre la course à pied, qui peut avoir peur, que sais-je, moi, de retourner au bureau parce qu'il a mal quand il est assis longtemps, eh bien, il est peu auto-efficace. Il se dit, c'est pas un truc que j'arriverai à faire tout de suite. Et pour justement booster ce sentiment de confiance, on peut faire des exercices, notamment des exercices également, donc toujours les mêmes principes, mais aussi des exercices qui font un peu mal, sans trop forcer. Par exemple, si c'est une blessure type ischio-jambier, peut-être qu'on va éviter de forcer sur une douleur des ischio-jambiers, effectivement. Mais si c'est des douleurs, on va dire non spécifiques, qu'il n'y a rien de particulier, rien de trop grave, des exos qui font un petit peu mal, et le patient se dit « Ah ok, ça m'a fait un peu mal, mais après ça s'est calmé, et du coup ça me prouve que je peux le faire », ça peut être un vrai moteur pour la prise de confiance. Donc ça peut être très très chouette. Concernant la thérapie manuelle par rapport à l'auto-efficacité, alors pourquoi pas? Moi, je ne vois pas forcément quoi ça peut aider, mais si vous trouvez quelque chose, franchement, pourquoi pas? Là, on est sur de la psychologie, donc c'est un peu plus libre, on va dire, en termes de raisonnement, mais bon, à titre perso, je ne sais pas comment l'appliquer pour cet item-là précis. Ouais, c'est pas simple les douleurs chroniques. Ça peut être du nerf, ça peut être de l'artère, ça peut être un cancer, ça peut être de l'endo, ça peut être... Enfin bref. Et c'est pas facile à prendre en charge. Je suis d'accord avec vous. Déjà, explorons toutes les hypothèses. Si on a fait tout ça, il y a très généralement des choses qui vont ressortir, nerfs, artères, etc., tout ce qu'on a vu. Je suis prêt à parier que 95% de vos patients très compliqués, ils ont un de ces trucs-là. Donc déjà, ça vous aidera à mettre en place d'autres traitements. Il faut évaluer aussi un individu et pas forcément que du biologique. Là, on a parlé beaucoup de biologique, c'est hyper important, mais évaluer un individu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir faire? Pourquoi, selon vous, vous avez mal? Qu'est-ce qu'il faudrait modifier dans votre vie pour que vous, globalement, vous alliez mieux? Et pas juste, je vais avoir moins mal. Bien sûr que tu vas avoir moins mal, c'est pour ça que tu es là. Mais allons un peu plus loin. Qui ai-je en face de moi? Qu'est-ce qu'il veut refaire? C'est ça qui est important. C'est ça aussi le modèle biopsychosocial. Au niveau du traitement, vous avez compris, nous, on a deux outils principaux. Nos mains et l'exercice. Et l'important, ce n'est pas tant l'outil, c'est pourquoi vous le faites. Si vous me faites de la thérapie manuelle sur un patient qui a du peur-évitement, ouais, super, mais pourquoi? Pour qu'il ait moins peur, pour dérouiller quelque chose? Pourquoi je le fais? Pareil pour l'exercice, dans quel but je le fais? Et c'est ça le plus important. Donc vous avez tous et toutes, on a tous ce qu'il faut pour aider ces patients-là. Il faut juste, nous, après, qu'on cherche à s'améliorer encore et encore en termes de diagnostic et en termes de triage. Et je vous remercie pour votre attention. Et s'il y a des questions, pas de problème. Merci. Je rebondis sur ce que tu disais sur le modèle biopsychosocial. Aborder la douleur d'un point de vue cognitif, donc par exemple avec les formations de Laurent Fabre sur la douleur, quelle part tu penses que ça doit prendre dans une prise en charge ou dans les prises en charge que tu effectues, et à quel moment tu le fais? Est-ce que tu le fais tout au long de la séance, ou est-ce que de temps en temps tu t'assieds à une table avec un patient et dire écoutez, on va parler un peu de la douleur, c'est important, il y a des choses assez simples à comprendre, la sensibilisation, peut-être même la neuromatrice ou des choses comme ça, et donc quelle part t'attribues et quand est-ce que tu le fais dans tes prises en charge? Ok, donc là tu me parles d'éducation, notamment en neurosciences de la douleur. Ça, je ne le fais jamais. Avis personnel. Est-ce que, bon oui, on peut expliquer à un patient comment la douleur fonctionne et pourquoi vous avez mal. Déjà, moi, je veux être sûr de tout avoir bien fait avant, nerfs, artères et compagnie, avant de lui dire, en fait, ta douleur, c'est un bug au niveau du système nerveux central. Il faut faire attention avec ça. Ça peut être une voie rapide, alors qu'en fait, il a une tumeur, par exemple. Donc ça, warning. Et pour le reste, donc les facteurs psycho, effectivement, connaître un individu en une demi-heure, trois quarts d'heure, ça va être compliqué. Ça, je suis d'accord avec toi. Donc généralement, j'essaye de shipper des infos un peu tout du long. Et c'est là où je trouve que le massage est un super outil. C'est que le patient, il est bien détendu. Et là, je lui pose toutes les questions que j'ai envie sur justement ses croyances. Et pourquoi vous pensez que vous avez mal? Et tiens, pourquoi vous pensez que le massage, ça vous fait du bien? Et comme ça, je vois un peu comment il fonctionne. Et tiens, et si vous aviez plus mal, qu'est-ce que vous aimeriez refaire sans douleur? Qu'est-ce qui vous ferait le plus kiffer? Des choses comme ça. Donc, t'attribuer des pourcentages ou des durées, j'en serais incapable. Mais effectivement, moi, en première séance à l'anamnèse, ce qui m'importait, c'était déjà faire le triage.
sur les facteurs vasculaires, neuro, etc. Déjà, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi? Est-ce qu'on n'a pas loupé un truc sur le diagnostic médical? Si c'est pour moi, si par exemple c'est un problème de nerf, ok, ça ne m'empêche pas ensuite effectivement de poser des questions, s'il me reste du temps, en première séance, sur qui ai-je en face de moi. Sinon, c'est pas grave, ça peut se faire sur plusieurs séances. Ça, c'est vraiment pas gênant, je pense. Ouais, donc voilà, je sais pas si ça répond, mais s'il y a d'autres questions, ouais, bien sûr. Un point qui a été pas trop abordé, c'est la neurocentrale, patient sclérose en plaques, Oui. post-AVC, etc. Tout à fait. C'est quoi un peu les mécanismes de... Au niveau douleur? Ouais, au niveau douleur, parce que du coup, on a des patients qui ont des douleurs partout, on ne sait pas trop quand est-ce qu'elles arrivent, quand est-ce qu'elles partent, on ne sait pas trop ce qui a un effet dessus, c'est des douleurs neuropathiques avec des fourmillements, ou alors c'est des trucs un peu mécano-sensibles, ou alors juste on ne sait pas, il y a une douleur là et on ne sait pas d'où ça vient. Alors, effectivement, si tu as fait tous tes tests, neuropathie, mécanosensibilité, etc., et qu'il n'y a rien du tout qui ressort, dans tout ce qu'on a vu là sur 3/4 d'heure, je suis emmerdé aussi, hein, en vérité. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire? On va toujours utiliser nos sempiternels outils et voir ce que ça donne, un peu d'une façon empirique. Ok, je lui ai fait de l'exercice, ça n'a rien donné. Et si l'exercice, je le faisais un peu plus dur la prochaine fois? C'est mieux, c'est pire, c'est pareil? C'est pareil. Bon, et si je faisais encore plus dur? C'est mieux? Ok, c'est pareil, merde. Bon, si j'essayais un autre type d'exercice, si je faisais du cardio par exemple, c'est mieux? Ah, cool. Bon, bah on fonce là-dessus. À partir de là, c'est extrêmement empirique, et là, effectivement, je serais très mal à l'aise aussi. Je ne serais pas bien du tout. Maintenant, sur ta première question, oui, tu m'as dit que j'étais pas trop passé sur des mécanismes centraux. Alors, juste pour clarifier, mécanismes centraux, tu entends neurologie centrale type Parkinson, Alzheimer, etc. ou mécanismes centraux, tout ce qui est sensibilisation centrale? Les deux, mais ouais, centrale. Nous, on est dans un centre où on a beaucoup de patients post-AVC ou sclérose en plaques. Okay. Les sclérose en plaques, ils ont plein de douleurs, et en plus, il y a plein de facteurs psy qui rentrent en compte. Ouais. Ok, donc là, effectivement, ça peut être aussi tout ce qui est par rapport au remodelage et à la plasticité cérébrale. Que du coup, toutes les aires en lien avec le traitement de la nociception sont en train de se réorganiser un peu, que ça peut générer beaucoup de douleurs, effectivement. Ça, voilà. Mais après, en termes de rééducation, bah, tu connais, classique. Il n'y a malheureusement pas beaucoup mieux à faire. Et c'est, comment dire, c'est un peu, ça me fait penser à la douleur du membre fantôme aussi, chez les amputés. Il faut les faire bosser, on va dire, d'une façon un peu standard, entre guillemets, adaptée aux patients, bien sûr, mais on n'a pas de traitement vraiment miracle encore. Et il faudra se tourner aussi vers les thérapies médicamenteuses, je le crains. Enfin, je suis désolé pour la pauvresse de la réponse, mais on est un peu bloqué. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ouais. Vous avez parlé du CSI. Dans quelle mesure cet outil est invalide et quel outil vous utilisez à la place? Alors l'outil qui serait merveilleux à utiliser, c'est le quantitative sensory testing. Donc toute une batterie de tests neuro, etc. Mais en cabinet, c'est pas possible, parce qu'il y a des mesures invasives, etc. Par contre, de ce qui ressort, attends, il faut juste que je te retrouve la diapo, excuse-moi. Le CSI, effectivement, n'est corrélé à aucun test reconnu, donc ils ont juste dit, bah c'est cool, ça marche. D'accord, mais sur quoi on s'est basé? Et moi, je vais surtout, ce qui ressort beaucoup, ça va être juste ces trois choses qui sont pour moi fondamentales. Un patient qui est allodinique, qui a mal un peu partout quand on appuie, et qui a été douleur où il ne peut pas trop me situer, il me dit je les sens un peu partout sur le membre. Il faut tout de suite que je pense effectivement à des mécanismes de sensibilisation centrale. Mais pourquoi il y a de la sensibilisation centrale? Est-ce que c'est parce qu'effectivement, c'est à force d'avoir mal, il y a eu de l'inflammation au niveau de la moelle qui s'est mise en place? Est-ce qu'il y a une tumeur au niveau de la moelle épinière? Voilà, il faut aussi que j'aille rechercher tout ça. Est-ce que tu veux que je complète la réponse ou est-ce que ça répond à ta question? Non, merci, c'est clair. C'est cool? Ok. Mais le CSI, il y a des items qui peuvent être utiles, mais c'est pas un outil de diagnostic. Il y en a qui affirment que oui, mais désolé, non. C'est non. Mais ça peut aider. Mais il ne faut pas oublier surtout tout ce qui vient après, tu sais, tout ce qui est nerfs, artères, etc., de ne pas conclure trop vite sur c'est une sensibilisation centrale, bon bah c'est bon, je le prends en charge sur 2 mois et on verra. Puis en fait, il avait une tumeur primitive de je ne sais quel organe et le patient a perdu beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que je voulais juste dire, voilà, attention sur la sensi centrale. Parfois, effectivement, c'est que ça, entre guillemets,
Et parfois, ça cache autre chose. Donc, vraiment, warning, warning, plus, plus. Voilà. Est-ce qu'il y avait une autre question? Eh ben, je vous remercie. Merci beaucoup.